Si vous êtes prêts, on va peut-être commencer. Merci d'avoir accepté cette sollicitation de notre commission d'enquête sur le maintien de l'ordre. La règle veut que les personnes auditionnées prêtent serment. Donc je vais vous demander de lever la main droite et de dire je le jure. Merci beaucoup. Et donc nous vous avons convié parce que vous étudiez de près la question de l'ordre public. Donc la méthode que l'on met en place, c'est de vous écouter pendant une dizaine de minutes sur le bilan que vous faites et les propositions que vous pourriez formuler en tant qu'observateur. Et puis ensuite, Monsieur Pascal Poplin, qui est le rapporteur, se livrera à une série de questions, ainsi que les commissaires présents. Et nous vous écoutons avec plaisir. Puis, alors voilà. Celui-là, ça marche. Parfait. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres de la commission d'enquête, je voulais d'abord vous remercier de l'honneur que vous me faites en m'entendant aujourd'hui. Alors, je voudrais me présenter peut-être rapidement. Donc, je suis maître de conférence en sociologie du droit et en sciences politiques. Je travaille depuis maintenant 17 ans sur la police. J'ai commencé par un travail d'histoire sur la genèse des compagnies républicaines de sécurité au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, puis j'ai changé de discipline, je suis passé en sociologie politique tout en conservant l'objet d'études police. J'ai travaillé sur la formation policière, puis mon doctorat a porté donc sur l'école de police et sur le contrôle interne, en particulier sur l'inspection générale des services. Après ma thèse, j'ai continué à travailler sur l'institution policière, au moins autour de 3 axes, les dispositifs policiers de lutte contre le hooliganisme, la gestion des pratiques de dégradation dans les moments de protestation collective et l'introduction des armes dites non létales ou sublétales dans l'équipement policier. Alors, ici, ce que je voudrais faire, c'est indiquer quelques pistes de réflexion à propos du maintien de l'ordre qui ont été nourries par mes travaux de recherche passés et actuels. Cette commission d'enquête s'est formée suite au décès de Rémi Fraisse lors d'opérations de maintien de l'ordre autour du barrage de Sivins. Évidemment, je ne reviendrai pas là-dessus. Simplement, je voudrais revenir sur une constante qui m'a frappé dans le discours officiel, dans de nombre de responsables du maintien de l'ordre et de certains responsables politiques à ce moment-là, constat qui me semble intéressant de relever pour discuter des évolutions du maintien de l'ordre et de son futur. Cette constante, c'est l'assurance que cette nuit-là, les gendarmes mobiles ont affronté une violence hors de toute proportion. Certains ont même dit qu'en 20 ans ou en 30 ans de gendarmerie, ils n'avaient jamais vu cela. Et ce constat devait avoir pour effet de contextualiser, peut-être discuter, justifier l'usage notamment des grenades offensives. Alors j'ai été un peu surpris par ce discours pour 2 raisons. D'abord parce que la France a connu des épisodes de violence qui peuvent concurrencer sans trop de difficulté ce qui s'est passé à Sivins. Et d'autre part parce qu'aussi violent que cela ait pu être, c'est très en deçà de ce que connaissent certains de nos pays voisins. Je pense à la Grèce, je pense à l'Allemagne. Et que les forces de maintien de l'ordre françaises sont réputées dans l'Europe entière pour leurs compétences techniques à assurer des services d'ordre, voire des missions de rétablissement de l'ordre difficiles. Mais surtout, j'ai été surpris car j'y ai décelé le symptôme d'un changement de discours, synonyme d'un changement de doctrine. Alors, ce changement de discours réside en ceci: l'intensité de l'engagement des forces de maintien de l'ordre serait justifiée par l'intensité de la violence des protestataires. Ce qui signifie que les services de maintien de l'ordre devraient caler la mesure de la force qu'ils engagent sur le niveau de violence des manifestants. Or, ce qui semble être devenu maintenant un principe technique m'a interpellé parce qu'il est, disons-le franchement, radicalement opposé aux doctrines qui ont sous-tendu l'école française de maintien de l'ordre depuis de très nombreuses années. Les historiens de la police, de la gendarmerie, ont montré de manière incontestable que les forces de police, les forces de gendarmerie ont progressivement connu, en particulier au XIXe siècle, une évolution essentielle qui a largement contribué à la réduction globale du niveau de violence dans les moments de protestation collective. Au début du 19e, les forces de l'ordre calaient effectivement l'intensité de l'usage de la force sur la violence des protestataires qui leur faisaient face. Et cette montée aux extrêmes favorisait l'usage d'armes de part et d'autre, provoquait aussi nombre de blessés, et du reste se soldait parfois, si ce n'est souvent, par un nécessaire repli de la force publique. Or, à la fin du 19e, la situation est parfaitement inversée. Les forces de l'ordre, ayant reçu de nombreuses consignes, ayant été dotées de doctrines d'emploi réfléchies, ont cessé d'ajuster
leur usage de la force à celui des protestataires pour contraindre les protestataires à s'ajuster au niveau de violence qu'elles utilisent. Et cela a fonctionné. Le nombre d'affrontements a baissé, leur intensité a diminué. Bien évidemment, il ne faut pas commettre d'anachronisme et transposer un raisonnement aussi lointain à notre situation actuelle. Il n'en reste pas moins que la doctrine du maintien de l'ordre en France s'est constituée sur cette inversion. C'est elle qui a garanti la compétence des forces de police en matière de gestion des protestations publiques et la création des forces spécialisées, donc les gendarmes mobiles en 1927 et les compagnies républicaines de sécurité en 1944, en était l'aboutissement logique. Si bien que le retournement que la tragédie de Sivins a contribué à rendre visible est, à mon sens, inquiétant, car il est potentiellement symptomatique d'une transformation de la doctrine de maintien de l'ordre, et cela mérite explication. Alors, je pense qu'il faut s'interroger sur les raisons de ce virage, de cette inversion. Alors, je ne veux pas faire long, je me contenterai d'esquisser quelques pistes d'explication. La situation actuelle est d'abord le fruit d'une transformation dans les doctrines d'emploi des forces spécialisées dans le maintien de l'ordre, et cette transformation a commencé dans les années 70, lorsque les CRS et les gendarmes mobiles ont créé des unités légères en leur sein pour combattre les petits groupes mobiles d'autonomes qui se disséminaient dans les grandes manifestations routinières et se rassemblaient ponctuellement pour opérer une action spectaculaire du type bris de vitres de magasins de luxe, avant de se redistribuer, de se redispatcher dans la manifestation. Mais elle s'est surtout considérablement, cette transformation s'est considérablement accélérée avec la réforme impulsée pendant les émeutes urbaines de 2005. Cette réforme avait pour principe doctrinal la nécessité de rendre de la mobilité aux forces de l'ordre, qui n'étaient plus uniquement confrontées à des manifestations imposantes organisées par des syndicats rodés à la chose, mais à des groupes mobiles de jeunes évoluant sur un terrain mal connu par les policiers, les méandres des grands ensembles. Le principe a donc constitué en la dislocation du principe de base des forces de maintien de l'ordre, qui était le principe de l'action collective. On tient un site, on tient un lieu, on tient une rue, ensemble, on charge ensemble, on s'arrête ensemble. Or, l'inversion a été totale, puisque l'unité de base de ces services est devenue le binôme, afin de rendre plus fluide l'intervention policière et permettre, le cas échéant, des arrestations. Les policiers en maintien de l'ordre n'avaient donc plus pour tâche de tenir un cordon, tenir une rue, tenir un espace, mais de se mouvoir, et j'insiste là-dessus, interpeller. Or, le fait de demander aux forces de maintien de l'ordre, dont la compétence réside spécifiquement dans la capacité à résister, dans la capacité à défendre un lieu physique, de revenir à une dynamique beaucoup plus classique, celle de l'arrestation, cela a changé beaucoup de choses. Depuis la création des forces spécialisées dans le maintien de l'ordre, ce qui avait nourri la doctrine d'emploi des situations de maintien de l'ordre, c'était la mise à distance des manifestants. Tenir un barrage plutôt que de mener ce que les policiers appellent des courses à l'échalote, c'est-à-dire des poursuites individuelles de fauteurs de troubles. Développer des équipements qui protègent les policiers mais qui sont lourds et qui donc rendent difficile cette poursuite. Utiliser des armes qui visent à disperser, à éloigner, le dispositif principal étant la grenade lacrymogène. Or, le retour des missions d'interpellation signifie l'inverse. Moins de patience, plus de risques, avec la nécessité d'un rapprochement physique d'avec les perturbateurs afin de les interpeller. Alors évidemment, les gendarmes mobiles et les CRS n'ont pas du jour au lendemain perdu ce qui a fait leur grande compétence, et les services d'ordre auxquels on assiste aujourd'hui couplent plutôt ces dispositifs plutôt qu'ils en choisissent un au dépend de l'autre. Il n'en reste pas moins que cette mutation fondamentale dans la doctrine d'emploi a un effet durable sur la manière dont sont désormais envisagées les situations de gestion de l'ordre et de contention des désordres. Autre fait significatif, la transformation de l'armement. Depuis une quinzaine d'années, ont été introduites dans l'équipement des forces de l'ordre des armes dites non létales. Alors, il y aurait beaucoup de choses à dire sur la question. Il faudrait en particulier raffiner l'analyse de leurs effets en fonction des services policiers et gendarmiques. Je m'en tiendrai évidemment à la question du maintien de l'ordre. Disons que le principe général qui a sous-tendu le développement de ces armes non létales a été d'indiquer qu'elles avaient pour vocation à remplacer les armes à feu et donc à réduire la létalité globale de la force policière. Pourtant, on sait maintenant que ces armes ne sont pas utilisées dans les mêmes contextes que les armes à feu, que les policiers français utilisent d'ailleurs peu, ce qui est heureux. En particulier en maintien de l'ordre, par exemple, le flashball n'est pas du tout venu remplacer les armes à feu, il est plutôt venu s'ajouter aux moyens déjà disponibles. Alors, le flashball permet certes de maintenir à distance les protestataires, mais il ne fait pas que ça. Il les blesse, parfois gravement. Chaque année maintenant compte son lot d'éclopés et d'affaires médiatisées où des manifestants ont notamment perdu un œil, par exemple. Si bien que les flashballs, dont
L'argument de vente, si vous me permettez cette familiarité, consistait à dire qu'il s'agissait là d'armes qui allaient contribuer à réduire le niveau de violence engagé par les forces de l'ordre d'un État démocratique, ont un effet tendanciellement inverse et contribuent à élever le niveau de violence des situations de maintien de l'ordre. Cela m'amène, et c'est mon dernier point, rapide, à questionner ce que serait aujourd'hui un maintien de l'ordre réussi du point de vue des forces de l'ordre. Est-ce un maintien de l'ordre sans blessés ou un maintien de l'ordre avec un niveau d'arrestation élevé? Est-ce un maintien de l'ordre patient ou un maintien de l'ordre qui intervient rapidement? Ça pose en réalité une question plus large qui mériterait probablement d'être formulée pour l'ensemble des services de sécurité publique. Comment faire pour évaluer différemment la qualité de la prestation policière? Comment récompenser les policiers et les gendarmes parce que le calme est là, parce qu'il a été maintenu, voire parce qu'il n'a pas été nécessaire d'intervenir parce que la pacification a été obtenue en amont, plutôt qu'un système de récompense qui repose sur le nombre d'arrestations ou sur l'investissement des forces de l'ordre quand les choses se passent mal. Il ne faut évidemment pas bannir cette deuxième modalité de reconnaissance, mais il me semble nécessaire d'ouvrir la réflexion sur le premier front. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, monsieur, pour cet exposé qui va susciter beaucoup de questions, vous vous en doutez. Nous allons commencer par monsieur le rapporteur, et si les commissaires veulent prendre la suite, moi je vous poserai aussi quelques questions. Pascal Poplin. Oui, merci monsieur le Président. J'ai d'abord une première remarque en forme d'interrogation. Vous avez évoqué à la fin de votre exposé la question du flashball. Or, à ma connaissance, mais peut-être mérite-t-elle d'être affinée, le flashball n'est pas un outil doté en dotation et en emploi dans nos forces de maintien de l'ordre. Donc, je voulais savoir comment vous l'aviez. Bon, c'était une petite incise, mais puisque vous avez terminé sur ce point, et précisément peut-être ça permet de faire un dégagement sur cette notion à la fois de maintien de l'ordre ou d'opération de sécurité, qui n'est pas tout à fait la même chose. Vous avez évoqué également dans votre exposé les émeutes urbaines de 2005, qui sont à la marge. Je les connais bien, puisque élu d'une circonscription dans laquelle malheureusement sont nés les événements qui ont se sont déroulés les événements qui ont généré cela, mais ce n'est pas les opérations de maintien de l'ordre au sens classique où nous les entendions dans la réflexion de cette commission. Au-delà de ces remarques, est-ce que vous considérez, puisque vous avez évoqué une forme d'évolution de la doctrine d'emploi du maintien de l'ordre public, que les formes de manifestations telles qu'elles ont évolué au cours des années récentes permettent d'envisager sérieusement qu'il faille de toute façon modifier, c'est un peu l'objet de réflexion de notre commission, la doctrine d'emploi du maintien de l'ordre, puisque nous sommes à la fois, en tout cas c'est l'analyse qu'on en fait, la partagez-vous, dans une situation où nous avons parfois face à des manifestants qui sont plus violents, moins organisés. On est passé de la forme classique d'une manifestation qui va d'un point A à un point B avec une organisation qui l'encadre, elle-même dotée de moyens de réguler elle-même la manifestation, à des choses qui sont parfois organisées par des collectifs plus flous, pour lesquels les pouvoirs publics ont une difficulté à avoir des interlocuteurs, et des formes différentes, en particulier le phénomène des ZAD, qui se situe en milieu ouvert, et qui donc forcément amène la force publique à adapter ces dispositifs. Ensuite, je voulais vous demander, à partir du moment où on considère que quand on a l'objectif de préserver l'ordre public, on est déjà enclin, par l'autorisation de la manifestation elle-même, à accepter une certaine dose de désordre public. Est-ce qu'il y a une évolution, d'après vous, dans ce désordre public? Que peut-on tolérer dans une société démocratique? Et quel est, d'après vous, le degré de tolérance en France comparé à ce qui peut exister dans d'autres pays? Naturellement, nous nous en tenons dans notre réflexion qu'aux pays démocratiques. Voilà peut-être une première série de questions. J'aurais envie de terminer par une plus générique, qui est: comment jugez-vous le système de maintien de l'ordre français dans l'absolu et par rapport à d'autres modèles étrangers? Alors on va vous demander de répondre peut-être à cette série de questions. Ensuite, je vous poserai une
petite série de questions ensuite, messieurs et mesdames les commissaires. Je vous remercie. Je suis effectivement allé un petit peu rapidement parce que je voulais tenir le délai de parole. Le maintien de l'ordre est assuré en France par des forces spécialisées, les CRS et les gendarmes mobiles qui reçoivent une formation spécifique pour cela, mais aussi par des compagnies qui sont formées de manière plus ponctuelle, comme les compagnies d'intervention, les compagnies de district, dont les membres reçoivent aussi une formation en maintien de l'ordre, mais qui est moins poussée que celle des CRS et des gendarmes mobiles. Ces compagnies sont dotées d'armes type flashball, ce qui du coup rend l'interrogation de leur utilisation dans les situations de maintien de l'ordre pertinente, et qui effectivement peut-être relie aussi cette question-là à la question de la formation des forces supplétives de maintien de l'ordre qui ne sont pas les CRS et les gendarmes mobiles. J'aime souvent rappeler, lorsque j'enseigne l'analyse, les transformations du maintien de l'ordre en France, que vous savez peut-être que les compagnies républicaines de sécurité ont sur leur casque deux bandes jaunes, deux larges bandes jaunes. Ces larges bandes jaunes ont été apposées sur ces casques au lendemain de mai 68 sur la demande des compagnies républicaines de sécurité, parce qu'elles en avaient marre de se faire accuser dans les médias des violences qui étaient parfois commises par d'autres services, en particulier les compagnies d'intervention. Donc c'est une question qui préoccupe au premier chef les forces de l'ordre elles-mêmes. Sur les émeutes, c'est effectivement une situation particulière. Je voulais simplement souligner le fait que c'est pendant le déroulement de ces émeutes qu'a eu lieu un renouvellement de la doctrine qui était par ailleurs travaillé depuis longtemps. Ce renouvellement n'a pas été, cette refondation n'a pas été pensée dans l'urgence. Elle a été déclenchée au moment des émeutes. Sur votre deuxième série de questions, et le fait qu'aujourd'hui, les forces de l'ordre font face à des manifestants qui seraient plus violents et moins organisés. Du point de vue du sociologue, la question de savoir s'ils sont plus violents ou pas, j'aurais tendance à dire que c'est à voir, parce que si vous prenez les grandes manifestations de 1947, de 1948, si vous prenez les manifestations des viticulteurs dans les années 50, tout simplement en mai 68, ou 77, Cresse-Malville, la violence manifestante n'avait pas grand-chose à envier à ce que l'on connaît aujourd'hui. En revanche, sur le fait que il y ait des groupes moins organisés, aux collectifs plus flous, là c'est certain. Et c'est probablement là effectivement que réside le défi principal. Pourquoi? Parce que ce qui a permis l'institutionnalisation du maintien de l'ordre, c'est en réalité le développement d'une coopération avec les organisateurs des manifestations. La CGT, de ce point de vue, était reconnue par les services de police comme étant un interlocuteur privilégié pour organiser des manifestations carrées. Du coup, la question, à mon avis, qui se pose est peut-être moins celle de l'arsenal des forces de l'ordre que la capacité à créer de nouvelles coopérations avec des groupes qui sont alors certes relativement flous, mais qui sont aussi encastrés dans un mouvement social plus global. Donc, à mon avis, la discussion serait plutôt de voir comment élaborer de nouvelles coopérations. Sur l'évolution dans le désordre, alors j'ai déjà un petit peu répondu à la question. Je pense que c'est globalement difficile de produire un diagnostic général, parce qu'il y a des groupes sociaux qui se sont considérablement pacifiés, d'autres qui se sont durcis. Ce qu'il y a certain, c'est que la tolérance globale au niveau de désordre, il me semble que ce niveau de tolérance a baissé. Que ce soit dans l'opinion publique ou chez les policiers, et en réalité chez les manifestants aussi.
il n'arrive jamais qu'il y ait des manifestations émaillées de violence, où les organisations ou d'autres organisations qui ont pris part à la manifestation ne condamnent pas les groupes qui ont fait usage de violence, hein, ce qui nourrit d'ailleurs tout un tas de débats, en particulier dans les milieux zadistes ou apparentés, sur quel partage faut-il opérer entre la violence légitime et la violence illégitime du point de vue des protestataires. Et enfin, sur votre dernière question, comment juger le système de maintien de l'ordre en fait, vous me demandez de condenser en une phrase l'ensemble des choses que j'ai dites. Comparé aux autres pays. Alors, il me faut vous dire que je n'ai pas moi-même mené d'enquête sur d'autres pays. J'ai lu, évidemment, des enquêtes sur d'autres pays, mais ça ne ressort pas de ma compétence de recherche. Malgré tout, lorsque j'ai travaillé sur les dispositifs policiers de lutte contre le hooliganisme, j'ai travaillé sur le cas de Paris et sur le cas de Lyon, et j'ai été frappé de voir qu'il y avait très régulièrement des délégations d'autres polices européennes qui venaient voir comment les forces de maintien de l'ordre françaises géraient la question du hooliganisme, parce qu'il était reconnu de manière générale qu'elles le géraient bien. Je me souviens notamment d'une délégation des forces de police polonaises qui rencontrent des difficultés extrêmement graves sur les formes de hooliganisme et qui venaient prendre des renseignements sur le cas français. Donc le système, enfin je pense qu'on peut généraliser à partir de ce cas-là, le système de maintien de l'ordre français est efficace sur ce qu'il connaît. Il a en revanche plus de mal à s'adapter à ce qu'il connaît moins bien et que l'on commence à connaître depuis longtemps. Lorsque j'ai évoqué tout à l'heure les transformations dans les doctrines d'emploi du maintien de l'ordre, je ne dis pas que ces transformations étaient irréfléchies. Elles visaient à répondre effectivement à des transformations dans les comportements protestataires. Ceci étant, je pense que cette transformation de doctrine n'a pas été suffisamment accompagnée d'une réflexion globale sur les effets qu'allaient avoir ces modifications du principe de fonctionnement de ces unités. Merci beaucoup. Je vais vous poser 2 ou 3 questions avant de passer la parole à mes collègues commissaires. Je n'ai pas tout à fait la même approche que mon collègue rapporteur. Je ne suis pas convaincu que la violence ait évolué d'une manière telle qu'elle entraîne ou qu'elle doive entraîner un changement de doctrine de la part du maintien des forces de l'ordre. Donc vous avez parlé de ce changement de doctrine, pas simplement à partir de ce qui s'est passé à Sivins, mais vous le fixez déjà depuis les années 70 et en particulier le tournant de 2005. Est-ce que selon vous, en tant que sociologue, ce changement de doctrine est inéluctable? Et est-ce qu'il va modifier la conception que l'on a du maintien de l'ordre dans ce pays? Vous avez notamment parlé de cette capacité de résister, de retenir, qui sont les 2 qualificatifs, les 2 piliers du maintien de l'ordre, vers les interpellations. Donc est-ce que selon vous, ce n'est pas dans la mission des forces de l'ordre que de procéder, de primer l'interpellation sur la résistance et la retenue? Puis il y a un deuxième sujet qui n'est pas au centre de notre commission d'enquête, mais qui évidemment la concerne. C'est la question de la formation. Elle a été d'ailleurs évoquée par un de vos prédécesseurs devant la commission d'enquête, le général Cavalier. Et ça concerne ce que vous avez appelé, ce qu'on appelle les forces supplétives, qui sont mal formées et qui sont, elles, dotées de flashballs ou de tasers, et qui les utilisent. Puisque dans notre pays, il y a déjà eu plusieurs accidents, notamment des énucléations, et il y a même eu un mort. Donc, nous voudrions savoir quel est votre point de vue et comment vous verriez non pas une moralisation, mais comment former ces supplétifs, ou est-ce que ces supplétifs, c'est la question que je pose et je la pose avec d'autant plus de force que, en tant que député, j'avais demandé que ces supplétifs ne soient pas dotés de flashballs et de taser. Est-ce que c'est votre opinion et quelles sont les propositions que vous formulez dans ce sens?
Merci. Alors, est-ce que le mouvement de transformation est inéluctable? Euh, une transformation est probablement inéluctable, puisque on peut reconnaître effectivement que les interventions classiques des forces de l'ordre qu'elles ont mis à l'épreuve pendant des années à l'occasion de très grandes manifestations de masse dans des centres-villes avec un espace urbain connu et quadrillé. La connaissance de ce type de gestion de dispositifs est difficilement transposable à des situations comme celle des scènes que l'on désigne habituellement comme relevant des violences urbaines. Parce que le territoire change, parce que les modes opératoires des protestataires changent. Donc une transformation est probablement inéluctable. Est-ce que c'est cette transformation, c'est-à-dire réajuster la mission de préservation d'un territoire ou d'un lieu en faveur davantage d'arrestations, ça me semble discutable. Il n'y a pas de raison que cette transformation soit inéluctable. Peut-être ce à quoi il faudrait réfléchir, au-delà du cas des forces mobiles de sécurité, c'est de l'articulation entre les différents services de police qui interviennent sur les situations de maintien de l'ordre. On a vu apparaître aussi ou se renforcer, disons, depuis quelques années, une articulation entre les forces mobiles de maintien de l'ordre et de groupes de policiers en civil qui vont intervenir pendant que les CRS ou les gendarmes mobiles conservent une ligne, choisir un ou deux ou trois personnes identifiées comme des meneurs. Bon. Alors ça appelle aussi une réflexion sur la manière dont les services de police comprennent les mouvements de protestataires. Vous savez que c'est un débat qui existe depuis des siècles enfin des siècles, depuis au moins un siècle sur la possibilité d'identifier des meneurs dans des situations d'échauffourée, alors que la sociologie des manifestations montre que c'est très rarement, les situations d'échauffourée sont très rarement structurées autour de meneurs et de suiveurs. Donc je pense que ce n'est pas une transformation inéluctable, et je pense que la question des arrestations pose de manière plus générale une question assez fondamentale sur laquelle monsieur le rapporteur revenait, qui est quel degré de désordre devons-nous accepter dans un État démocratique, sachant que précisément la spécificité du maintien de l'ordre en État démocratique, c'est d'accepter un certain niveau de désordre. Une autre réponse pourrait aussi être de réfléchir au moment où les forces de l'ordre doivent savoir se retirer quand c'est nécessaire. Souvent, il arrive encore que des dispositifs soient mis en place alors que très peu de risques sont encourus, et que cela puisse générer une tension entre les manifestants et les forces de l'ordre. C'est-à-dire, si on part du principe que on s'interroge sur le travail des forces de l'ordre comme étant le représentant comme étant les représentants de l'État, il faut attendre de la part des forces de l'ordre qu'elles aient des propositions stratégiques plus réfléchies que celles des protestataires. Concernant la question de la formation des forces supplétives, force est de constater qu'historiquement, cette question se pose, elle se pose dans le débat public, mais elle se pose aussi du point de vue des policiers eux-mêmes. Je rappelais cette anecdote sur les 2 bandes jaunes sur le casque des CRS qui en réalité, à mon avis, tout sauf une anecdote, qui est très significative du souci
des forces spécialisées dans le maintien de l'ordre de préserver ces compétences qu'elles pensent être mises à mal par l'intervention de ces forces supplétives. On assiste effectivement à un mouvement contradictoire qui est de dire le nombre de manifestations a globalement, enfin en tout cas de manifestations de masse a globalement baissé depuis 30 ans. Donc il faut réorienter les tâches, notamment des CRS, en les redéployant pour des missions de sécurisation dans des espaces éventuellement parfois où ils sont cantonnés, casernés. Et en même temps, on maintient des forces supplétives qui sont effectivement moins bien formées, qui manifestement sont plus souvent au centre de l'attention lorsqu'il y a des violences en situation de la part des forces de l'ordre en situation de protestation collective. On pourrait effectivement s'interroger sur la nécessité plutôt de redispatcher ces forces supplétives sur des missions de sécurité publique ou des missions de police urbaine et de conserver les CRS et les gendarmes mobiles sur leur spécialité, sur ce qui a fait leur renommée, c'est-à-dire le maintien de l'ordre. Merci beaucoup. Je vais passer maintenant la parole à deux commissaires qui ont demandé à vous interpeller, Guy Delcourt et Daniel Vaillant, dans l'ordre. Merci, Monsieur le Président. Et vous répondrez à nos deux commissaires, si vous en êtes d'accord. Très bien, merci, Monsieur le Président. Monsieur, la semaine dernière, l'ancien directeur du centre de formation de Saint-Astier nous disait que, en matière de maintien de l'ordre, la formation spécifique qui était enseignée en particulier à Saint-Astier révélait que dans certains cas, on ne devrait pas, enfin l'autorité administrative ou judiciaire, si je résume bien, et mes collègues peuvent me corriger bien sûr, on ne devrait pas faire appel, par exemple, quand on est en zone rurale, aux forces de gendarmerie départementale, et il a même employé l'expression qu'il serait peut-être même mieux de les laisser au casernement. C'est, je pense, ce qu'il a prononcé. Je lui ai donc posé la question à laquelle il n'a pas pu répondre faute de temps, qui était de dire, à partir du moment où on considère que le maintien de l'ordre est une véritable spécialité qui nécessite un entraînement très particulier, car depuis j'ai lu les différents rapports de ce qui se passe à Saint-Astier, qui est devenu une référence, je lui ai posé la question en disant, est-ce que vous pensez, auquel cas, dans la réflexion qui doit être la nôtre, qu'on doit se pencher aussi sur les zones de compétences en matière d'opérations de maintien de l'ordre de grande envergure pour les grandes manifs, également sur les périmètres urbains, puisque nous n'avons pas manqué de grandes manifestations, l'une très pacifiste, les autres beaucoup moins, en territoire urbain et en particulier au niveau de la capitale. Ma question est donc celle-ci, vue par le professeur que vous êtes, spécialiste. Pensez-vous que cette suggestion mérite d'être travaillée sous forme d'une proposition qui pourrait être faite à l'autorité politique? Non ? Oui, Monsieur le Président, merci. Je crois que cette discussion est... Mais voilà, oh, ça va aller. Je diverge, non pas du rapporteur, mais de l'échange entre le président et vous, monsieur le professeur. Je crois que sur la question de l'évolution de la violence, bien évidemment qu'il y a une évolution. Dans la société en général déjà. La société d'aujourd'hui est plus violente. En tout cas, on le sait davantage. Et je crois que... alors je ne dis pas sur toutes les manifestations, mais elles ont pris des formes bien diversifiées. Et quand on voulait afficher le nombre, la démonstration, la masse, il faut bien reconnaître qu'aujourd'hui, beaucoup d'organisateurs recherchent davantage le tableau de chasse. On a même connu des manifs où il y avait une forme de jeu entre des manifestants et des forces de l'ordre. Mais chacun évitait l'engrenage.
aujourd'hui, il y a des volontés affichées d'une forme de tableau de chasse, y compris par rapport aux forces de l'ordre. Donc je crois quand même qu'on ne peut pas nier qu'il y a une évolution violente. Et c'est vrai aussi qu'au niveau des forces de l'ordre, il y a eu des initiatives prises. Je me souviens de 86 avec les voltigeurs, qui était une forme de force supplétive, qui a d'ailleurs eu une traduction dramatique. Deuxièmement, je crois qu'il y a aujourd'hui, par rapport aux forces de l'ordre, et c'est très ennuyeux, et c'est pour cela que je vais vous poser une ou deux questions derrière, c'est l'effet de surprise. En tout cas, une manifestation est annoncée, elle est déclarée, autorisée ou non, c'est moins le problème, mais on essaie de surprendre. Un certain nombre de groupes, en tout cas, essaient de prendre les forces de l'ordre par surprise. Et donc, je pense, et je vous pose la question, ne pensez-vous pas que le renseignement, et je suis heureux de voir que le renseignement va être renforcé à tout point de vue, notamment le renforcement territorial, le renseignement territorial, qui fait remonter des informations par rapport à des éléments qui ne sont pas nécessairement ceux qui affichent la manifestation primaire, mais qui, on le voit bien, essaient de comment dirais-je, polluer la manifestation primaire pour faire des démonstrations de violence ou de casse ou de vol. Et de ce point de vue, on voit bien aussi qu'il y a une évolution. Personne ne l'a évoqué, mais la dimension internationale. Les sommets, j'ai connu ça un peu, moi, de Nice ou plus récemment de Strasbourg, nécessitent un renseignement anticipé, ce qui pose d'ailleurs le problème de l'évolution en matière de renseignement, notamment par rapport à des interceptions de sécurité administrative. C'est pas pour priver de liberté, mais quelquefois c'est nécessaire quand on sait que des groupes extérieurs, y compris étrangers, vont se joindre à des manifestations pour déstabiliser, casser, blesser ou tuer. Parce que, ayant été par ailleurs membre de la CNCS pendant 5 ans, et sans en dire beaucoup plus ici, il était nécessaire quelquefois, de manière temporaire, le temps de la préparation de la manifestation ou de la manifestation elle-même, d'avoir quelques interceptions pour prévenir. C'est toujours dans le sens de la prévention, les échauffourées ou les drames. Donc l'anticipation m'apparaît un élément essentiel du maintien de l'ordre aujourd'hui, plus que jamais. Anticiper pour essayer de faire en sorte que les forces de l'ordre, et notamment l'autorité administrative, aient le maximum d'informations pour permettre de mieux maîtriser l'ordre sans que la liberté de manifester soit remise en cause. Alors je voudrais savoir si vous partagez ces éléments. Vous avez la parole. Je vous remercie. Sur la première question qui m'a été posée, faut-il caserner, pour reprendre le terme, les gendarmes départementaux? De ce que j'ai compris, non pas simplement de ce qui s'est passé cette nuit-là lors des affrontements au cours desquels Rémi Fraisse est mort, ce que j'ai compris en amont de cette situation, c'est qu'il y avait eu depuis plusieurs semaines des tensions très fortes qui s'étaient développées entre manifestants, occupants du site, des zadistes, sachant que ce qu'on appelle des zadistes, c'est un univers très divers, très hétérogène, avec beaucoup de logiques de différenciation à l'intérieur même de ces zadistes. En tout cas, il y avait une stratégie de la tension entre ces zadistes et les gendarmes départementaux, que ces zadistes soient ceux qui envisagent de recourir à la violence ou ceux qui envisagent simplement de s'installer dans des arbres pour protester pacifiquement. De ce point de vue, on ne peut pas effectivement faire l'économie de la réflexion sur l'engagement ou non de forces qui ne sont pas du tout habituées à la gestion de mouvements de protestation, et j'aurais tendance à abonder dans le sens de mon prédécesseur devant cette commission. Concernant
le débat sur la société, enfin, notre société est-elle plus violente, ou en tout cas les mouvements sociaux, les mouvements de protestation sont-ils plus violents qu'avant. La première question évidemment, c'est pas le lieu de pouvoir avoir cet échange, mais la première question que je voudrais poser, c'est plus violent par rapport à quoi et par rapport à quand. Je suis absolument convaincu, et je pense qu'on pourrait le démontrer, que le niveau de violence aujourd'hui engagé dans les... entendons des moments de protestation collective, c'est-à-dire les manifestations, mais aussi des situations d'émeutes ou de résistance à la force publique, sont des situations qui sont globalement moins violentes que dans les années 50, 60, 70. Peut-être y a-t-il eu une phase d'apaisement dans les années 80, et encore, ça mériterait discussion, parce que c'est dans les années 80 qu'apparaît le phénomène dit des violences urbaines. Donc, j'aurais tendance plutôt à me raccrocher à la deuxième partie de votre phrase, qui était « du moins on le sait davantage ». Je pense effectivement qu'il y a une concentration plus forte sur la justice ou l'injustice ou l'illégitimité de recourir à la violence dans les mouvements de protestation collective. Par ailleurs, effectivement, la comparaison que l'on peut faire avec l'Allemagne, qui a connu et qui connaît encore un mouvement autonome très puissant, qui, pour donner dans l'euphémisme, ne rechignait pas à l'affrontement avec les forces de l'ordre. Ces forces de l'ordre ont trouvé des moyens autre que la réponse frontale ou la réponse oppositionnelle pour réduire la violence. Ils ont changé les espaces urbains, ils ont modifié les trajets, ils ont affaibli parfois leur présence, renforcé par moments d'autres. Je pense aussi à la situation de la Grèce, où les policiers connaissent aussi des situations de violence très élevées, mais qu'ils arrivent à contenir. Alors, bon, sur l'effet tableau de chasse, bon, je n'ai pas de données empiriques dessus, et donc le sociologue que je suis m'empêche de trop m'avancer, mais je vais quand même le faire un petit peu. Enfin, quel serait le tableau de chasse? Parce qu'il y a, me semble-t-il, quand même relativement peu de policiers qui seraient gravement blessés. Ils sont blessés, peut-être. Il arrive que des policiers soient blessés. Gravement blessés, des décès, c'est rare. C'est très rare, et c'est heureux, mais c'est le cas. Sur la deuxième série de questions que vous m'avez posées sur l'effet de surprise. En fait, je pense que l'on gagnerait vraiment à spécifier de quel type de groupe on parle. Il y a des groupes qui cherchent l'affrontement au sens où ils estiment que le recours à la violence est une modalité d'expression de leurs revendications, ou même une modalité d'accès à l'espace public. Si on identifie clairement des groupes qui cherchent l'affrontement, il y a effectivement deux manières de prévenir ça. Il y a d'anticiper les interceptions de sécurité dont vous parlez, et il y a aussi la possibilité de se soustraire à l'affrontement, de ne pas être là où ces protestataires-là cherchent les forces de l'ordre. Alors vous allez me dire que parfois il faut protéger des endroits, ce qui est le cas, ce qui est vrai. Parfois, c'est aussi des principes généraux de maintien de l'ordre qui amènent des services de police à se trouver à tel ou tel endroit. Et on pourrait peut-être réviser ces principes-là. Et enfin, la dimension internationale, alors effectivement, c'est une question intéressante, parce qu'à partir en gros de 99 à Seattle, et puis ensuite Gênes en 2001, etc., on a eu effectivement des regroupements protestataires internationalisés. Alors la première chose, c'est que le renseignement existe déjà autour de ces questions, puisque si je me souviens bien, à Gênes, il y avait de nombreux représentants de policiers qui n'étaient pas italiens.
On a aussi développé cette expertise à l'occasion des grandes cérémonies, enfin les grandes compétitions de football, où les différents policiers spécialistes des phénomènes de hooliganisme des pays engagés dans les compétitions se rendent dans ces pays, de la même manière que les supporters s'y rendent, les policiers aussi. Ce qui fait que du coup, je ne suis pas certain que cette dimension internationale provoque un changement de nature dans les moments de présentation collective. Et puis, je voudrais aussi tout de même rappeler que, certes, ce phénomène s'est intensifié, mais ce n'est pas un phénomène nouveau. Et je pense encore à la manifestation antinucléaire qui a eu lieu en 1977 à Crèze-Malville et dont on a parlé, puisqu'il y a un manifestant qui est décédé probablement, ou en tout cas ça fait l'objet de discussion des suites de l'usage d'une grenade offensive. Il y avait des militants antinucléaires allemands, à tel point que dans la presse, on a pu trouver des occurrences de formulation de la part des responsables politiques locaux c'est la deuxième fois que notre ville connaît une occupation allemande et autres. Bon, donc c'est nouveau. Est-ce que c'est nouveau? Je ne suis pas certain. Ça s'est intensifié. Et est-ce que cela change quelque chose fondamentalement? Je pense que ça suppose une articulation plus stricte au niveau européen, mais qui est, je crois, déjà en cours. Merci beaucoup. S'il n'y a pas d'autres questions, moi je voudrais, avant que nous nous séparions, vous poser une question, puisque l'objet de votre thèse et de votre travail concerne les institutions de contrôle des forces de l'ordre, donc c'est l'IGPN et l'IGGN. Est-ce que vous pensez que cela fonctionne de manière satisfaisante, ou s'il y avait une réforme à apporter, est-ce qu'il faudrait l'apporter, ou est-ce que, comme sur d'autres sujets, vous pensez que ce n'est pas sain que le contrôleur soit aussi le contrôlé? C'est très difficile d'être bref lorsqu'il s'agit de son sujet de thèse, donc je vais faire un effort. Je voudrais répondre en deux temps. D'abord, pour rester sur la question du maintien de l'ordre, ce qui m'a frappé en travaillant, donc j'ai travaillé sur l'IGS, qui avait à l'époque compétence sur Paris et les 3 départements limitrophes. J'ai été frappé d'avoir très 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 peu de dossiers ouverts à propos d'agissements de policiers spécialisés dans le maintien de l'ordre. Et c'est avant tout lié à un problème d'identification. C'est-à-dire que lorsque les gens se rendaient à l'IGS et disaient « voilà, j'ai été victime de violences à l'occasion de telle manifestation », l'enquêteur de l'IGS demandait très rapidement « est-ce que vous pouvez me décrire le policier? Est-ce que vous pouvez me donner au moins des informations un peu précises ?» Ce qui était quasiment jamais possible. Alors même en essayant de retracer qui était où, qui occupait quel carrefour, c'est très 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 compliqué de parvenir à identifier ces policiers. Une réforme possible pour améliorer cela, ce serait de rendre visibles les matricules. C'est une question qui se pose de manière générale pour l'ensemble des forces de l'ordre, et j'y suis pour ma part très favorable, parce que, et là ça m'amène à la deuxième partie de ma réponse, et c'est là où je vais essayer d'être bref. Ce qui m'a frappé à l'inspection générale des services, c'est que ce qui est majoritairement sanctionné, ce sont les privatisations de la force publique, ou de manière générale des fonctions policières, c'est-à-dire l'utilisation à des fins privées des moyens mis à disposition des fonctionnaires par la force publique. C'est ça qui préoccupe le plus les services de contrôle interne. Et donc, si cette question-là, si c'est la préservation du caractère public de la mission policière qui est au cœur des inquiétudes des forces de l'ordre, je pense qu'il faudrait prendre ça au sérieux et donc accroître l'exigence du contrôle public, mais du contrôle public entendu comme, par exemple, effectivement, le port du matricule sur les uniformes, éventuellement l'implémentation de caméras dans les véhicules, ou la généralisation de ces caméras dans
dans les lieux de rétention, non pas en raison d'une méfiance quelconque vis-à-vis du travail des forces de l'ordre, mais parce que manifestement, c'est quelque chose qui compte pour eux. Et enfin, pour répondre globalement à votre question, est-ce que les services de contrôle interne fonctionnent? Est-ce que le fait d'être contrôlé par des policiers est-ce qu'on ne court pas un risque en faisant cela? Je voudrais là aussi répondre en deux temps. La première chose, c'est que c'est effectivement, ça peut effectivement apparaître comme un inconvénient. Ça a aussi des avantages. Le premier avantage, c'est que les enquêteurs de l'IGS savent débusquer dans les procédures initiales qu'ils ont à examiner ou lorsqu'ils procèdent à des auditions. Ils savent débusquer les moments où les policiers essaient de contourner un fait ou lorsqu'ils essaient de changer un petit peu leur version. Donc il y a un intérêt à avoir un contrôle interne. La question du coup, à mon avis, c'est pas celle du contrôle interne contre le contrôle externe, c'est de quelle articulation on pourrait avoir entre contrôle interne et contrôle externe. Et je pense que là, c'est un chantier considérable. Dès lors que la CNDS, donc la Commission nationale d'ontologie de la sécurité, a été dissoute dans le Défenseur des droits, dont je ne conteste pas du tout la qualité du travail, mais qui ne peut pas tout faire, qui a donc le contrôle externe a donc perdu des moyens dans cette affaire, moyens qui par ailleurs étaient déjà relativement faibles, puisque la Commission nationale de déontologie régulièrement avait du mal à boucler Commission nationale de déontologie de la sécurité avait régulièrement du mal à boucler l'année avec le budget qui lui était alloué et qui disposait de relativement peu de forces d'investigation et de droits d'investigation sur les faits qui lui a été rapportés. Deux petites questions, une de monsieur le rapporteur et une de monsieur Vaillant. Oui, puisqu'il nous reste encore 5 minutes. D'abord, je voulais dire que je partage votre point de vue sur l'articulation entre les contrôles internes et les contrôles externes, et que dans tous les corps de l'administration française, il y a des organismes de contrôle interne et des enquêtes administratives qui peuvent être déclenchées au-delà des procédures judiciaires qui peuvent être engagées. Vous avez évoqué dans le cadre des contrôles la question des caméras, d'un certain nombre d'outils dont on s'aperçoit dans d'autres domaines, pas forcément le maintien de l'ordre, que si, quand on a mis en place les caméras piétons, par exemple, les policiers y étaient extrêmement réticents, maintenant ils adhèrent complètement à un système qui les protège. Et quand on discute, et nous auditionnerons des représentants des médias, des journalistes, quand on discute avec eux de ces questions de présence dans les manifestations, ce qu'ils nous disent, c'est qu'aujourd'hui, ils sont beaucoup plus rejetés, éliminés et on maille à partir avec les manifestants plutôt qu'avec les forces de l'ordre qui, d'une part, essaient d'organiser leur présence, mais considèrent que leur présence est protectrice pour eux-mêmes par rapport à l'action qu'ils mènent. Que pensez-vous de cela, sachant que nous confronterons aussi, nous demanderons à la profession qu'elle puisse nous donner son point de vue à travers les expériences vécues. Daniel Vaillant. Rapidement. D'abord sur les inspections, je pense qu'il y a eu des évolutions, mais je n'en dirais pas plus, positives par rapport à des services de contrôle qui méritaient d'être davantage contrôlés. Mais j'en dirai pas plus. Et je crois que l'évolution a été positive de régionaliser l'inspection générale plutôt que d'avoir les bœufs-carottes locaux. Mais je ferme la parenthèse. On a vu qu'il y a eu des procédures judiciaires qui ont démontré qu'il y avait mieux à faire que de faire ce que l'IGS a quelquefois fait. C'est presque une question et en même temps que vous précisiez. Vous aviez dit il est quelquefois préférable que les forces de l'ordre ne soient pas présentes pour que ça se passe bien, en gros. Je comprends ce que cela veut dire, mais un peu par expérience, je sais qu'une manifestation aux contours incertains, le plus il y a d'effectifs de maintien de l'ordre, le mieux ça se passe.
Il est toujours dramatique d'envoyer des policiers pour contrôler une manifestation quand le rapport de force n'est pas bon. Ça se termine en général assez mal. Voilà pourquoi je voulais vous poser cette question complémentaire. Enfin, il y a quand même aujourd'hui des moyens de visualisation. Je ne parle pas de la vidéoprotection, je ne veux pas faire adhérer le président, ma mère, à ce système. Mais enfin, cela permet quand même, dans des milieux urbains denses, d'avoir des éléments de preuve qui sont quelquefois utiles en dehors des téléphones portables. Je ne l'ignore pas, mais je maintiens, aussi longtemps que je serai maire de Bègles, il n'y aura pas de police municipale et pas de caméras de surveillance dans ma commune. Merci. Alors sur la question des journalistes, c'est effectivement un phénomène intéressant que j'ai pu constater au moins à une occurrence, effectivement. C'était à l'occasion d'une manifestation. Alors, je crois que c'était pendant la manifestation une des manifestations contre le CPE, où effectivement j'avais assisté à une situation où il y avait un service d'ordre classique dans une des rues une avenue qui arrivait à Nation. Alors une grande part des manifestants qui étaient sur la place, quelques personnes qui ont commencé à briser des vitres, et puis ensuite à s'en prendre aux forces de l'ordre. Et entre eux, il y avait une rangée entière de journalistes casqués, c'était divertissant, et qui du coup se trouvaient entre les deux. Donc, nul doute que certains manifestants parfois s'en prennent aux représentants des chaînes de télévision ou de la presse. On a très peu de données là-dessus, donc j'essaie de ne pas trop m'avancer. Je pense néanmoins que on pourrait montrer assez facilement que c'est pas nécessairement l'ensemble de la presse qui est visée dans ce genre de situation, mais que les protestataires ciblent leur cible, y compris dans les médias, que les médias télévisés sont plus ciblés que les médias radiophoniques, plus ciblés que les journaux, et que certains médias télévisés sont plus ciblés que d'autres. Je n'irai pas jusqu'à les nommer. Sur le fonctionnement de l'IGS, qu'il y ait eu j'allais dire des ratés retentissants. C'est probablement plus qu'un raté, qu'il y ait eu des chantiers, comme on les appelle, ne fait aucun doute. Moi, j'ai vraiment travaillé sur les enquêtes les enquêtes ordinaires aussi, les enquêtes plus routinières. Pour répondre, et donc effectivement, il faut voir ce que va donner cette régionalisation qui, d'ailleurs, n'engage pas que la question des rapports entre l'IGPN et l'IGS, mais probablement aussi un peu les rapports entre la préfecture de police et le ministère de l'Intérieur. Sur les situations où j'ai indiqué qu'il pouvait être possible que les forces de l'ordre se retirent ou ne soient pas directement présentes sur le site, il ne fait pas de doute qu'il y a des manifestations qui se déroulent bien parce que l'encadrement policier est considérable, et il arrive vraiment qu'il y ait des manifestations où il y a plus de policiers que de manifestants. C'est rare et c'est pas récurrent, mais c'est pas non plus une blague. J'ai pu assister moi à ce genre de choses. Alors là encore, il faudrait davantage spécifier, mais lorsque j'évoque la possibilité que des manifestations se déroulent sans que des forces de l'ordre soient présentes, je devrais peut-être préciser soit visiblement présentes, c'est-à-dire qu'elles soient prêtes à intervenir à une distance raisonnable. Oui, la question est celle de la présence dans des situations où on pourrait s'en dispenser. Merci beaucoup. Merci. Nous avons été très intéressés par votre témoignage, par les réponses que vous avez apportées à nos questions.
Votre intervention va beaucoup contribuer à notre travail collectif. Merci beaucoup. Je vous remercie de m'avoir entendu. Je propose qu'on marque une petite pause de 5 minutes.